Explication brève des conflits israélo-palestiniens. Je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible le conflit israélo-palestinien. Ce documentaire qui on l'espère répondre à un maximum de vos questions. Gardez en tête que c'est un sujet qui est extrêmement complexe, et évidemment, d'ONC on ne pourra pas traiter toutes les dimensions de ce sujet mais on va se pencher sur les éléments principaux. Pour comprendre les tensions actuelles, on est obligé de revenir au moins 100 ans en arrière. À la fin du 19e siècle, il n'y a pas des Israël mais par contre il y a bien la Palestine, une province de ce qui s'appelait l'Empire ottoman et où habite à ce moment-là une population arabe composée de 80% de musulmans, environ 10% de chrétiens et 10% de juifs. Il faut savoir qu'au même moment en Europe, dans de nombreux pays, l'antisémitisme est très présent, les juifs sont persécutés et certains vont donc fuir vers la Palestine. Pourquoi en Palestine et pourquoi pas autre part? Eh bien, c'est un territoire qui est très symbolique pour les juifs car il correspond selon la tradition juive à la terre promise par Dieu à Abraham le père du judaïsme et à ses descendants. C'est donc à cette période que va commencer à naître un mouvement. Ce mouvement c'est ce que l'on appelle le sionisme. Concrètement le sionisme c'est quoi? C'est un mouvement politique, qui a pour objectif de donner aux Juifs, un territoire national dans la région où se trouve la Palestine. On avance un peu dans l'histoire, on est désormais en 1914, c'est dans 1914 qui éclate donc la Première Guerre mondiale. La Grande-Bretagne rentre en guerre contre l'Empire ottoman qui contrôle donc à ce moment-là la Palestine, est en plein conflit et bien le gouvernement britannique promet aux Juifs de son pays un foyer pour eux directement en Palestine en 1918. La Première Guerre mondiale prend fin, l'Empire ottoman se fond, et 2 ans plus tard, c'est donc le Royaume-Uni qui prend le contrôle de ce territoire palestinien. 180 000 Juifs s'installent alors en Palestine. Entre 1929 et 1939 et à ce moment-là, un certain nombre d'Arabes de la région qu'ils soient musulmans chrétiens voient cette arrivée plutôt d'un mauvais œil. Il y a donc une résistance qui va s'organiser et des révoltes qui vont se succéder. En 1939 la Seconde Guerre mondiale éclate, des millions de Juifs sont tués par les nazis. L'immigration juive vers la Palestine s'accent dessus et avec ça et bien les tensions entre Juifs d'un côté et Arabes de l'autre côté ne s'arrêtent pas dans les années qui viennent. En 1947, pour tenter de calmer la situation qui est logiquement très étendue et complexe et bien l'Organisation des Nations Unies va adopter à ce moment-là un plan et ce plan en 1947, prévoit la création sur le territoire palestinien, d'un État juif Israël et d'un État arabe. La Palestine refuse ce plan de l'Organisation des Nations Unies. Comme ça cette résolution 2 États est acceptée par la communauté juive de Palestine, mais il est rejeté par la communauté arabe de la région. À cette époque, en fait en Palestine vivent 1 300 000 Arabes et 600 000 Juifs, or dans ce plan eh bien l'État d'Israël doit récupérer 55% du territoire avec donc une population pourtant plus faible. Dans la communauté arabo-musulmane à ce moment-là c'est donc le sentiment d'une profonde injustice qui est présente, une injustice puisqu'ils estiment qu'on leur vole leurs terres. À ce moment-là, donc les désaccords sont nombreux, rien n'est acté et pourtant, quelques mois plus tard le 14 mai 1948. Ben Gourion, un des leaders du mouvement sioniste proclame la création de l'État d'Israël, sans l'accord donc des autres pays arabes de la région. On n'a pas arrivé au lendemain de la création de l'État d'Israël, en 1948 l'Égypte, la Jordanie, l'Irak, le Liban ou encore la Syrie déclara la guerre à Israël, car ils n'approuvent pas tout simplement la création de leur État. Cette galère c'est ce que l'on appelle la première guerre israélo-arabe, et la durée de 1948 à 1949 et l'objectif de ces pays c'est de reprendre la main sur les territoires attribués à Israël pour faire en sorte de créer une Palestine arabe. Au bout d'un an, eh bien Israël va gagner la guerre, et annexe la moitié ouest de Jérusalem, une ville qui est donc pourtant, je le disais à l'instant sous contrôle international, va être annexée par Israël. Ainsi que d'ailleurs une grande majorité des territoires qui avaient été attribués aux Palestiniens par l'Organisation des Nations Unies en 1948. Le résultat c'est quoi? Eh bien face à cette nouvelle perte très importante de territoire, plus de 700 000 Palestiniens vont quitter leur foyer et s'exiler dans les pays arabes voisins. Il y a notamment la Jordanie, la Syrie ou encore le Liban et cet exode massif a un nom, la Nakba, ce qui veut dire donc catastrophe en arabe. Bref, beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions au fil de ces années. Mais pour résumer, à la fin de la guerre en 1949, il ne reste désormais que 2 territoires, qui ne sont pas contrôlés par Israël. Ces 2 territoires c'est la bande de Gaza qui est sous contrôle de l'Égypte et la Cisjordanie qui est contrôlée par la Jordanie. Malheureusement, cette première guerre n'est que le début du conflit israélo-arabe, et si on avance un peu dans le temps en 1967 une nouvelle guerre éclate entre Israël et ses voisins, et c'est la guerre des 6 jours, alors comme son nom l'indiquait la guerre des 6 jours. Elle va durer seulement 6 jours. Jusqu'ici c'est assez logique. Mais en l'occurrence, le bilan est très élevé, on compte environ 750 morts côté israélien et plus de 20 000 morts du côté des pays arabes. Israël va gagner la guerre et a cependant, prendre le contrôle de plusieurs territoires.
Ces territoires repris par Israël, il y a la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï qui étaient jusqu'ici contrôlées par l'Égypte, il y a aussi le plateau du Golan qui était contrôlé par la Syrie et enfin il y a aussi la Cisjordanie qui était contrôlée par la Jordanie. Et donc là que Israël reprend à nouveau. Par ailleurs Israël va accentuer sa mainmise sur la ville de Jérusalem, puisque le pays va occuper et annexer Jérusalem et va faire voter une loi pour instaurer une réunification des deux côtés de Jérusalem. Jérusalem et Jérusalem-Ouest pour en faire la capitale de l'État d'Israël. 1967 guerre des 6 jours, l'autre date à retenir, c'est donc 1973 la guerre du Kippour, elle va éclater cette fois-ci entre Israël d'un côté une alliance entre l'Égypte et la Syrie de l'autre côté. En fait l'Égypte et la Syrie veulent tout simplement récupérer les territoires qu'ils avaient perdus depuis la guerre des 6 jours. Le truc c'est que Israël va à nouveau gagner la guerre avec plus de 20 000 pertes du côté arabe, contre environ 2500 à 7500 côté israélien. Mais donc beaucoup moins jeunes en l'occurrence c'est important de comprendre que, à ce moment-là les deux pays arabes ne sont pas complètement perdants puisque, avec cette guerre ils ont créé un climat d'incertitude. Ça va pousser d'une certaine façon, Israël à dialoguer avec les pays voisins. Point conséquence, Israël va rendre une partie du plateau du Golan à la Syrie en 1974, puis évacuer peu à peu le Sinaï pour l'Égypte, en échange de la promesse égyptienne qu'il n'attaque plus Israël. Et quant à la bande de Gaza et la Cisjordanie, eh bien à ce moment-là elle reste occupée militairement par Israël. La Cisjordanie et la bande de Gaza sont donc occupées militairement par Israël. À ce moment-là, en 1974, et c'est dans ces territoires occupés qu'ont lieu les différends, et face à ce qui signifie soulèvement, en arabe pour faire simple ce sont donc des mouvements d'opposition des Palestiniens contre l'occupation israélienne. On a donc une première intifada. En 1987 nouvelle date à retenir qui est assez importante, cette première intifada prend fin en 1993 avec ce que l'on appelle les accords d'Oslo-Roar. Ces accords d'Oslo en 1993 vont faire naître une sorte de lueur d'espoir puisque, eh bien le gouvernement israélien va reconnaître l'organisation de libération palestinienne comme représentant du peuple palestinien et de l'autre côté, bien l'organisation de libération palestinienne va reconnaître le droit d'Israël d'exister. Le problème, pour faire vraiment très simple c'est que cet accord ne va jamais vraiment exister, puisqu'en Israël eh bien les mouvements de droite pour s'opposer à cet accord et du côté de la Palestine, eh bien le mouvement islamiste palestinien du Hamas s'oppose lui aussi à tout ce résultat. Il y a donc une seconde intifada qui se déroule entre 2000 et 2005. Ça a été la plus meurtrière, plus de 3000 morts côté palestinien et plus de 1000 côté israélien notamment à cause d'attentats suicides palestiniens et 2 frappes aériennes de l'armée. On entend beaucoup parler dans l'actualité de la bande de Gaza, pourquoi eh bien c'est très simple, en 2005. L'armée israélienne va finalement quitter cette bande de Gaza et 2 ans plus tard le Hamas considéré comme une organisation terroriste par beaucoup de pays, dont l'Union européenne, va prendre le pouvoir sur ce territoire palestinien. Un blocus est alors mis en place par Israël. Sur la bande de Gaza, ce blocus, il a pour objectif de limiter l'importation de produits sur le territoire ou encore de limiter l'alimentation en électricité et en eau. Pour les habitants de Gaza et les conséquences d'un point de vue humanitaire sont très importantes. On compte notamment un chômage qui est très important. Aujourd'hui sur ce territoire, dans les années qui vont suivre, va y avoir donc des oppositions régulières au centre de Gaza avec d'un côté le Hamas et de l'autre côté l'armée israélienne. Il y a une première guerre en 2008 à 2009, une seconde en 2012 ou une troisième encore en 2014 et sur ces 3 guerres de Gaza on compte environ 85 morts côté israélien et plus de 3500 morts côté palestinien. Ou cette question du décalage entre le bilan sur le nombre de décès. C'est une question qui est importante. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de morts côté palestinien que côté israélien? Lors de ces conflits, des milliers de roquettes sont tirées depuis Gaza vers Israël, des roquettes donc qui viennent du Hamas, mais Israël va en fait intercepter un très grand nombre de ces roquettes grâce au dôme de fer, un système d'interception des roquettes qui a été mis en place en 2011. En gros, ce dôme de fer repère et neutralise les missiles en plein air et les empêche ainsi donc d'exploser en Israël. Ce dôme de fer, il est très efficace, mais il est aussi très coûteux. Puisque pour chaque requête envoyée par le Hamas et qui est stoppée par Israël, il faut compter environ 50 000 € par utilisation, et donc c'est quelque chose de très coûteux. Mais en l'occurrence eh bien Israël est allié aux États-Unis. Et c'est bien les États-Unis qui financent en partie ce dôme de fer, c'est d'ailleurs l'élément qui est beaucoup avancé par le Hamas pour expliquer cette différence sur le bilan. Le fait que Israël est beaucoup plus équipé tout de même est notamment soutenu par les États-Unis. Aujourd'hui alors quand on écoute les dirigeants israéliens concernant cette différence de bilan et le nombre de morts plus fort et plus important, disons côté palestinien, eh bien Israël va répondre que c'est surtout de la faute du Hamas qui utiliserait ce qu'ils appellent des boucliers humains. Très concrètement,
les autorités israéliennes accusent le Hamas de cacher les armes, les lancements de roquettes à proximité de la population palestinienne. Par exemple dans des écoles, des maisons ou même des hôpitaux, et à cela de son côté le Hamas nie ces accusations. Et certains spécialistes estiment qu'il serait de toute façon difficile de limiter les victimes de frappes israéliennes dans une zone aussi densément peuplée que Gaza. Autrement dit donc, selon beaucoup de spécialistes, s'il y a des frappes israéliennes sur Gaza, les conséquences sont quasi inévitablement des décès aussi au sein de la population de la zone. Alors, maintenant qu'on a vu le contexte très large, et vu un peu l'évolution progressive de la situation, ce qu'est essentiel de comprendre qu'est ce qui s'est passé récemment est bien la nouvelle flambée de violence, que l'on a observée en mai a commencé tout simplement avec l'ordre d'expulsion de plusieurs familles palestiniennes de leurs maisons. Des familles palestiniennes dont les maisons étaient situées dans le quartier de Jérusalem. Je le disais tout à l'heure, l'est de la ville de Jérusalem est occupé et annexé par Israël, sauf que des familles palestiniennes y vivent toujours et ces familles sont donc menacées d'expulsion par des Israéliens, qualifiés de colons qui prétendent qu'il s'agit de leur territoire, et qui veulent s'installer à leur place. En fait, pour faire très simple, l'Organisation des Nations Unies s'oppose à ces menaces d'expulsion venant d'Israël, contre ces familles palestiniennes. Ce sont d'ailleurs des menaces qui pourraient, d'après l'ONU, être considérées comme des crimes de guerre contre les Palestiniens. C'est donc après cet événement comme point de départ que se sont intensifiées les tensions. Ces derniers jours. Il y a eu environ 10 jours d'affrontements très violents et un cessez-le-feu a finalement conclu entre Israël et le Hamas. Le soir du 20 mai, au bout de 10 jours, ces affrontements auront donc fait environ 230 morts côté palestinien, dont des enfants, et 12 morts côté israélien. Alors vous l'aurez compris, les tensions sont toujours très présentes entre Israéliens et Palestiniens et à l'étranger. On craint une reprise des affrontements à tout moment. Faut bien comprendre qu'une part assez importante des pays du monde, dont les pays de l'Union européenne, se disent favorables à une solution à 2 États. Donc un État israélien et un État palestinien. Mais en fait, derrière ces mots, certains jugent que les gouvernements manquent de courage et de volonté pour réellement parvenir à la paix et parvenir à la création d'un État palestinien en plus donc d'un État israélien. En tout cas, ce documentaire vous a permis de comprendre un peu plus clair. Évidemment, c'est impossible de résumer un conflit pareil en seulement quelques minutes, notamment en mettant le plus de nuances possible. Mais ça me paraissait quand même assez essentiel de répondre à un certain nombre de questions et d'éclaircir certains points qui peuvent paraître assez flous aujourd'hui.